Pis toi ta journée avec Élisane Pellerin. Bienvenue à Pis toi ta journée, une nouvelle émission qui va parler avec des personnes discriminées dans notre société. Des personnes handicapées, mais aussi des personnes racisées, des personnes réfugiées, des personnes qui ont des troubles de maladie mentale, par exemple. Et pour briser la glace, on a la chance d'avoir avec nous François Beauregard. Bonjour François. Bonjour Élisane. Donc François, qu'on connaît pour sa participation à Amitié comme animateur. C'est beaucoup dire. Entre autres choses, parce que François a quand même eu une vie assez pleine, mais entre autres comme animateur de Sans détour au Canal M, mais aussi comme chroniqueur, donc à Amitié, entre autres choses aussi. Oui. Comme joueur de hockey également, François. Oui, ben, je joue au hockey sonore, qui est la forme de hockey qui est adaptée pour les personnes qui sont handicapées visuelles. Alors oui, je suis chroniqueur à Ami-Télé. On a le plaisir de travailler ensemble à l'émission Sans détour ici à Canal M. Puis, je suis joueur de hockey et je suis également membre du conseil d'administration, en fait, président du conseil d'administration de Accessible Media Inc., AMI, qui est la société mère qui chapeaute Ami-Télé, AMI TV et AMI Audio. Mais tout ça, c'est ma retraite, ça. Et on s'est connus parce que je suis chroniqueuse, donc, sur ton émission. Oui. Je ne joue pas au hockey. Non. Malheureusement. Ou heureusement pour les coéquipiers. Ça, je sais pas, ça faudrait essayer. Mais disons que c'est ça, on a eu le plaisir de se rencontrer autour de cette même table ici, dans le studio de Canal M, sauf que d'habitude, tu es placé de l'autre côté. Oui. Ouais, alors voilà. Et là, j'ai tordu le bras, François, un petit peu, là, pour qu'il soit mon premier invité. Ben, il y a quelqu'un, ma conjointe Hélène a dit que ça va être facile, tu parles de toi pendant 1 heure, c'est ton sujet préféré. Voilà. Alors, voilà, c'est Moi, ça. je l'ai pas dit comme ça. Non. Mais je t'ai pas beaucoup donné le choix. J'ai dit, François, c'est comme un peu toi, mon premier invité. Ouais. Étais-tu au courant que je fais un balado? Non. Non. Ben voilà, maintenant, ça t'es me mon fait premier plaisir. invité. Parfait. Alors, 1, 2, 3, go, on saute à l'eau. On saute à l'eau, donc François, avant d'être joueur d'hockey et d'être animateur à Ami-Télé et à Canal M, t'as quand même eu une vie très remplie, je le disais en introduction. Donc, t'étais entre autres conseiller financier, t'as fait des études à Concordia. Oui. Tu as été également journaliste Aussi. dans ta jeunesse. Donc, tu as eu quand même une vie pleine. Tu as touché à plusieurs carrières. Oui. Ben, j'ai fait tout mon cours du secondaire 1 à la fin du collège à Brébeuf, au collège Jean de Brébeuf pendant 7 ans. J'étais à Concordia pour faire des études en sciences politiques parce que j'étais admis en droit au mois de septembre, mais j'ai fini mon collège en décembre. Et je ne voulais pas être oisif pendant 9 mois avant de rentrer à l'université. Alors, j'ai opté pour les sciences politiques à Concordia parce que j'avais quelques amis qui y étaient. Et ben voilà, j'ai aimé les sciences politiques. Alors, je suis resté. Je n'ai jamais été à la faculté de droit. Pendant que j'étais en sciences politiques, un soir, à la maison, j'habitais encore chez mes parents, chez ma mère, et puis le téléphone sonne et c'est un de mes amis du collège qui m'appelle et qui me dit « Mon frère lance un journal, veux-tu être journaliste? » Bon. C'est comme dans un film, hein, vraiment, c'est comme la voie du destin. Alors, je suis devenu journaliste financier, moi qui ne connaissais pas grand-chose. Tout d'un coup comme ça, et le journal débutait, c'est un journal qui s'appelait Finance, qui était un hebdomadaire, qui ressemble un peu à ce qu'est le journal Les Affaires aujourd'hui. Et je suis devenu journaliste financier. J'ai donc d'abord dû apprendre c'est quoi les finances. J'ai fait mon cours de courtier en valeurs mobilières pour savoir de quoi je parlais. Et j'ai lâché les études à l'université. Et j'ai travaillé à temps plein à partir de l'âge de 21 ans. Après 4 ans comme journaliste, je suis descendu de la galerie de la presse. Sur le terrain, je suis devenu courtier en valeurs mobilières et conseiller financier. Et j'ai exercé cette profession pendant 34 ans. Et t'es avec nous, François, parce que t'as quand même une maladie de l'œil. Oui. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Puis toi, ta journée, ben moi, ma journée est comme celle de tout le monde qui ont un handicap visuel parce que je fais de la rétinite pigmentaire. La rétinite pigmentaire est une maladie héréditaire qui est une dégénérescence de la rétine de l'œil.
Dans l'œil, on a des bâtons, des cellules en bâtonnet, puis on a des cellules en cône. Les cellules en bâtonnet captent la lumière, celles en cône qui sont plus à la périphérie, qui sont plus au centre, celles en cône qui captent la couleur. Alors, quand on fait de la rétinite, d'abord, les cellules en bâtonnet disparaissent, ce qui fait que notre champ visuel se rétrécit, devient tout petit, puis éventuellement, il disparaît. Ma sœur, mes 2 frères et moi faisons de la rétinite. Et en fait, notre rétinite est associée au syndrome de Usher, ce qui fait qu'on a aussi un petit peu de surdité puis quelques autres petits problèmes, mais c'est surtout la rétinite pigmentaire. Alors, oui, je fais de la rétinite. Mon champ visuel est maintenant à l'intérieur de 5 degrés, ce qui n'est pas beaucoup. C'est comme regarder dans un tube, là. À peu près, si on met son doigt dans son index puis son pouce là, pour faire un petit rond, c'est à peu près la grosseur d'un 10 sous. Je dirais, 5 degrés de champ périphérique. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que ce que je vois, je le vois bien. Oui. Ce qui cause parfois des malaises, parce que j'ai à la fois une canne blanche, mais je suis en mesure de dire à des touristes que je rencontre au coin de la rue à Montréal, là, je les vois avec leur guide touristique puis leur carte, là, ils essaient de s'y retrouver. Puis, ils sont au coin, je ne sais pas moi, Peel et René Lévesque, et je vois qu'ils ont l'air un petit peu perdus. Alors, je leur dis, est-ce que je peux vous aider? Puis là, je leur pointe différentes directions. Je dis, vous voyez l'autobus là-bas? Bon, mais c'est ça. Puis là, ils sont très heureux que je les ai aidés. Puis là, après ça, ils s'aperçoivent que j'ai une canne blanche. Alors, j'avoue que... Là, ils se demandent, coudonc, est-ce que c'est un gag? Sommes-nous filmés? Alors, oui, alors parfois, je peux passer pour ne pas... auprès de certaines personnes qui vont penser que je n'ai pas d'handicap visuel. Puis après ça, très rapidement, on peut s'apercevoir que j'en ai un là, quand je rentre d'aplomb dans un cadre de porte. Ce qui m'arrive aussi. Oui, voilà. Je vois très bien, puis ça m'arrive de façon régulière. Tu rentres dans les cadres de porte, voilà. Les gens qui ont des handicaps visuels, on a beaucoup de blessures au tibia aussi. Parce que les portes de lave-vaisselle ouvertes, ou les tiroirs de commode ou dans les bureaux, là, les tiroirs de classeurs qui sont assez bas, qui sont ouverts. Oui, là, vous ne les voyez pas. On ne les voit pas, puis on se fait régulièrement très mal là-dessus. C'est comme les poussettes. Moi, je vois pas je vois les mères, mais je ne vois pas la poussette. Alors, à chaque fois que je vois quelqu'un qui a l'air d'avoir les mains occupées par en avant, je me dis, il doit y avoir une poussette, là. Alors, oui, mais ça, c'est quelque chose que tu as appris à force de taper. À force de rentrer dans les poussettes. Oui, exactement. C'est comme les petites madames âgées à parapluie. Dans le métro, une fois, j'ai vraiment... j'ai bousculé sans le vouloir. Une madame là, vraiment pas grande, là, genre 4 pieds 10, là, avec son petit parapluie, son Et toi, imperméable. t'étais moi, très grand. Oui. Je fais 5 et 11, là, puis je me tiens droit. Alors, boum, je lui rentre dedans, parce que je l'avais tout simplement pas vue en bas de l'escalier mobile. Elle était outrée, et je la comprends. Alors, elle a commencé à me frapper à coups de parapluie, comme dans une bande dessinée, là. Évidemment, tout le monde, puis elle m'insultait, à juste titre de son point de vue. Et évidemment, tout le monde à la station Place d'Armes a commencé à m'invectiver aussi parce que, j'étais qui, moi, aller à bousculer les petites madames âgées? C'était pas une bonne idée. Alors, j'avais beau leur dire, oui, mais c'est parce que je vois rien. C'est là qu'on s'aperçoit que la canne blanche est très utile. Oui, voilà, c'est là que tu sors ta canne. Oui, parce que, en fait, je ne devrais pas la sortir, je devrais déjà l'avoir à la main. Parce que quand on a une canne blanche, c'est le contraire. La personne bousculée va dire, « Ah, mon Dieu, je m'excuse. » Oui, c'est sa faute. C'est sa faute d'avoir été dans... Enfin, il faut que moi aussi je fasse attention, là, on se comprend. Mais voilà. Alors, la canne, parfois, je l'utilise à titre d'orientation, mobilité, là, pour trouver les chaînes de trottoir. Puis d'autres fois, c'est simplement pour dire aux gens... Oui, pour indiquer, en tout cas. Ça se peut que je vous vois pas. Ça se peut que je vois... Ça se peut que je vous vois, puis ça se peut que je vous vois pas. Des fois, tu l'utilises pour avoir un service aussi, hein, quand les gens et les aéroports. Oui, les aéroports, c'est important de montrer sa canne blanche parce que c'est vraiment un endroit où les gens marchent dans tous les sens. Alors, on peut facilement se faire bousculer. On peut aussi se perdre là, parce que c'est complexe. Il faut être dans la bonne file d'attente, hein, sinon on perd beaucoup de temps. Alors, d'avoir sa canne blanche à la main et d'être comme quelqu'un qui ne voit pas bien, là. Puis, là, tout de suite, on a un excellent service. Je dois dire que... Oui, voilà, ça améliore. Une fois, je prenais un avion, je faisais Montréal-Pittsburgh, et c'était avec une correspondance à Toronto.
Puis l'avion était parti en retard de Montréal. J'arrive à Toronto. Il me restait à presque pas de temps pour aller prendre l'avion Toronto-Pittsburgh. C'est sûr que pour toi et moi, courir dans un aéroport... Moi, marcher vite, ça moyen. revient à courir. Là. Donc, tout de suite, j'ai demandé à un agent de bord, j'ai dit, je suis en retard pour ma connexion, puis je suis handicapé visuel, puis j'ai montré ma canne. Il y a 11 personnes qui se sont occupées de moi, c'est-à-dire de me prendre en charge puis de m'amener au bout du corridor à quelqu'un d'autre qui m'a fait embarquer dans un petit kart de golf pour aller plus vite jusqu'à un ascenseur où là, une autre personne a descendu à un autre niveau. En tout cas, quelqu'un d'autre s'est occupé, parce qu'évidemment, il y avait une question d'immigration. Je quittais le Canada, je m'en allais aux États-Unis. Jusqu'à la 11e personne qui a vu à m'aider à monter l'escalier sur la piste, parce que c'était un assez petit avion, pour embarquer dans l'avion. Alors, c'est digne de Barack Obama. C'était formidable. Et puis, j'ai envoyé une petite lettre à Air Canada pour les remercier de leur excellent service. Oui, il faut le dire, parce qu'Air Canada, des fois, en termes de service pour les personnes handicapées, c'est pas toujours super. Hein? Bon, mais ça, c'est une autre question. Ce jour-là, c'était super. Oui, ça arrive qu'ils font bien leur travail. C'est juste qu'on en parle plus quand ça va mal. Dérape. Oui, voilà. C'est ça. Alors, oui, donc, je fais de la rétinite pigmentaire. Ma vue me permet encore de lire certaines choses, mais en même temps, c'est sûr que je ne conduis plus d'auto depuis très longtemps. La dernière fois que j'ai conduit une auto, c'est en septembre 1986. Donc, on en comprend que c'est dégénératif. Oui, tout à fait. Alors, je vois moins bien maintenant que je voyais il y a 3-4 ans, puis ainsi de suite, le champ visuel se détériore. Mais le fait de faire du sport, ça permet de développer la proprioception, c'est-à-dire de se situer dans l'espace. C'est un peu comme si je regardais dans un périscope. Alors, c'est sûr que... J'ai peut-être pas fait de sport. Je sais pas, là, il n'est jamais trop tard. Mais ça permet, parce que comme moi je vois comme dans un périscope, alors c'est comme les capitaines dans les sous-marins, là, quand ils descendent le périscope, ils se tournent de tous les côtés pour balayer l'horizon. Alors c'est un peu la même chose, j'ai le droit de bouger les yeux puis de tourner la tête, alors ça m'aide à balayer. Je vois ce qui est très loin, puis je vois pas ce qui est très proche. Souvent, quand on pense aux gens qui ont des problèmes de vue, on associe ça à la myopie, c'est-à-dire des gens qui ne voient pas ce qui est au bout de leur bras, mais qui voit très bien de proche. Mais moi, c'est l'inverse. Parce que si c'est trop près de moi, mon champ visuel étroit, ça fait comme un effet entonnoir. Si c'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup les grands paysages, les sommets de montagne, ces choses-là. Parce que quand je vais au théâtre ou au hockey, j'aime ça être assis à une distance suffisante pour voir derrière, ce qui se passe. Pas comme collé en avant, parce que là, je ne vois plus rien. C'est pas très bon. Des fois, quand je suis trop proche des affaires, ça crée d'autres problèmes, parce que, voilà, comme en train, hein? En train en Suède. J'y allais, tu as lu dans mes pensées, François, je veux que tu nous racontes cette fameuse anecdote de train. Le train en Suède. Alors, j'étais en voyage, nous étions en voyage, ma conjointe et moi, en Suède, et on avait pris le train. C'était le train qui allait, en fait, de Stockholm à Oslo, un très beau trajet. Alors, je me retrouve dans la salle de bain, là, parce que c'est un long voyage, et j'étais assis, comme la plupart des gens le sont, dans ces telles circonstances. Puis là, je vois un gros bouton, là, vraiment très évident, juste devant moi. Je me suis dit, ça doit être la chasse d'eau. Oui. Hein, voilà. Mais non, la chasse d'eau était comme 8 pouces à côté. Mais moi, je vois juste une vision tunnel, hein, je vois juste une chose à la fois. Alors là, je dis, je suis tout fier de moi, là c'est la chasse d'eau, je pèse là-dessus. Non, c'est l'alarme! Oui! Alors là, d'abord, le train arrête vraiment vite, hein, vraiment brusquement. Oui, ça arrête sec. Alors évidemment, comme moi, j'étais déjà assis dans un endroit qui était plutôt étroit, alors évidemment, je me suis envoyé la tête sur la porte en avant. Le front, sur la porte en avant. Et là, en plus, il y a comme une sonnerie qui retentit, hein, pour avertir tout le monde dans le train que c'est pas un exercice. Qu'on a un problème. Voilà, et c'est quand même bien fait. Là-bas, ils identifient rapidement d'où l'alarme a été déclenchée. Ah, clairement. En dedans de 10 secondes, il y avait quelqu'un qui cognait vraiment fort à la porte et qui me parlait en suédois. Comment est ton suédois, François? Mon suédois, à ce moment-là, et encore aujourd'hui, est pas mal élémentaire. J'ai juste compris par le timbre de la voix, qui était quand même inquiet de
être sûr que je n'étais pas tombé dans les pommes ou quelque chose. Mais en même temps, il y avait comme une sorte de petit ennui quand j'ai ouvert la porte. Quand j'ai ouvert la porte, le ton a changé parce qu'il a dit, il a l'air bien, monsieur, là, c'est quoi son problème? Oui, il aurait préféré que tu te sois évanoui. Hein. Ça aurait été mieux si je m'étais évanoui parce qu'il aurait dit, c'est... Bon, puis j'avais pas il aurait eu plus de compassion. J'avais pas une canne blanche, alors il ne pouvait pas savoir que je m'étais trompé de bouton. Alors finalement, le train est reparti, mais c'est sûr que c'est un peu gênant quand on retourne dans le wagon, là, puis tout le monde dans le train qui a échappé sa tasse de café sur ses genoux. Et t'as pas été capable d'expliquer ta condition. Qu'est-ce que je dis à tous ces bons et bonnes Suédois et Suédoises, là? Bon, là, je me suis assis, puis comme on dit, je me suis rentré la tête dans les épaules. Oui, c'est ça. Là, ma femme m'a dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Oui, ta femme, est-ce qu'elle a ri ou est-ce qu'elle était fâchée? Sur le coup, elle a dit, quand tu rentres dans la salle de bain, identifie les lieux. Hein? Bon point. Voilà, trouve la chasse d'eau, trouve l'alarme, trouve l'essuie-tout, hein? Trouve des affaires. Mais en même temps, c'est pas la chose à laquelle on pense. Non, parce que si c'est ça, c'est comme des fois la nature suivant son cours, parfois on rentre puis on pense à d'autres choses. Ben voilà! Et voilà, donc ça c'est les trains, oui, ça c'est les trains en Suède. Une fois, j'étais en Espagne dans un ascenseur. Oui. Là c'était moins plaisant parce que ça n'a pas dérangé personne, sauf moi. C'était un hôtel design, mais là, vraiment design. Vous savez, les ascenseurs où il y a une porte à chaque bout de l'ascenseur. Oui. Hein? Parce que selon la configuration du plancher, on va peut-être sortir à l'autre bout. Mais ça, c'est correct. Et là, je suis rentré, puis je suis allé voir, je me suis mis face au fond de l'ascenseur parce que à mon étage, c'était la porte du fond qui allait ouvrir. Ça va bien jusqu'à maintenant. Ça va très bien. L'ascenseur arrête brusquement en 2 étages. Je ne sais pas pourquoi. Oh. Et puis, là, je me dis, OK, le tableau de bord de l'ascenseur, il est où, là? Il est-tu vis-à-vis cette porte-ci ou la porte derrière moi? Et comme c'est très design, il fait très noir dans l'ascenseur, avec juste des petits spots bleus glaciers, là, quelque chose. Et comment va ton espagnol? Mon espagnol va pas très bien. Yo habla espagnol un poco solamente. Et puis, c'est parce que c'est très design. Le tableau, là, il n'est pas tactile. Il n'est pas braille. Oh! C'est comme une sorte de surface noire sur un mur noir. Puis il faut c'est pas bon pour toi, non, ça, c'est zéro. Les électroménagers modernes sont comme ça aussi. Ils ne sont pas très bons pour les personnes handicapées visuelles. Alors là, je ne savais pas où il était le tableau. Alors là, puis j'étais un petit peu claustro. Oh! Ça aide pas. Une chance, j'étais tout seul à l'ascenseur. Mais en fait, si j'avais été... Non, en fait... Malheureusement, j'étais tout seul. S'il y avait eu quelqu'un d'autre, il aurait trouvé le tableau avant moi. Bon, alors, mais là, il a fallu que je me... Alors, j'ai littéralement tâtonné tous les murs de l'ascenseur. En espérant me pogner un gros bouton rouge. Là. Ouais, ben c'est ça. Mais comme c'est un truc tactile, une fois que j'ai fini par identifier où devait être le tableau, parce que c'était pas la même texture, mais là, je voyais rien. Puis là, il fallait que je pèse sur tous les pitons. Hein? Alors, avant que je trouve sur le piton qui faisait que ça repartait, là, ben, c'est ça. Alors, on s'est arrêté à tous les étages. OK. Voilà. Ça a pris combien de temps avant de te rendre à ta chambre? Je ne sais pas, mais quand je suis retourné à ma chambre, ma femme m'a dit « Qu'est-ce que tu as fait? » J'ai dit « Bon... » On n'en parlera pas. Elle dit « C'était-tu comme des toilettes suédoises? » J'ai dit « Ben oui, un peu, mais pas pareil. » Oui, c'est ça, pas tout à fait. Voilà. Donc, oui, il arrive des choses quand on ne voit pas bien, mais alors ça... Oui, il arrive des choses quand on est en situation de handicap comme moi aussi. Et que le monde n'est pas tout à fait des fois, adapté pour nous. Oui, bien aussi, c'est parce qu'on ne fait pas la bonne chose qu'on devrait faire. Des fois, on coupe les coins puis on devrait être un peu plus attentif. C'est comme les gens qui me disent « Fais attention ». Moi, j'en entends ça plusieurs fois dans une journée. Bon. Quelqu'un qui me dit « Ah ben, fais attention ». Puis là, j'ai envie de répondre « Mais je passe ma vie à faire attention. » Clairement, tu passes ta vie à faire attention. Oui. Je pense que les gens qui n'ont pas d'handicap sous-estiment le fait que d'être handicapé, ça demande beaucoup de concentration. Ça demande beaucoup de concentration, ça demande beaucoup de débrouillardise. On a des espèces de mécanismes d'adaptation qu'on réussit à mettre en place. Moi, j'ai un paralysie cérébrale, donc ma vision va bien. J'ai d'ailleurs été opérée au laser et je vois très, très, très bien. Ah ouais? Ah, c'est le fun. Mais au niveau de mon équilibre et de ma façon de marcher, je marche un peu croche et tout ça. Et ça, bon, ça ne s'opère pas, le laser. J'ai demandé. Il n'y a rien à faire pour moi, donc forcément, là, moi aussi, je suis dans une situation d'handicap où c'est mal adapté pour moi.
Puis, bon, il m'arrive un peu le même genre d'anecdote. Quoique je n'ai jamais arrêté un train. Tu n'as jamais arrêté un train en pleine marche dans un Non, pays dont tu ne parles pas la langue? Non, ça, Non, moi, ben- ça m'est pas arrivé, ça. Essaye pas. Les Suédois étaient gentils au bout Ça, il a du dit, compte. moi, j'ai beaucoup en Afrique de l'Ouest où ça parle Oh. français. Oui. Je te le recommande. Tout est beaucoup plus facile quand ils parlent. Oui, les gens sont gentils, puis ils parlent Les gens français. sont gentils, ils parlent français. Ils sont bien enthousiastes, mais ils trouvent toujours une solution. Donc, je te recommande les Ouais. pays Ah. francophones, franchement. OK. Ben, tant que le mobilier urbain n'est pas pire, ça va bien aller. Ouais. Alors, enfin, donc, mais l'idée, c'est qu'effectivement, des fois, on doit être... puis, selon l'heure de la journée, ça va changer parce que le matin, on est plus concentré, plus reposé. Enfin, je parle pour moi, du moins. Et puis, à ce moment-là, ben, on a une petite peu... C'est plus facile de se concentrer puis faire attention, puis faire des choses... Et la lumière est meilleure, La lumière est j'imagine, là. meilleure, Voilà. puis d'être un peu plus systématique dans ses déplacements, puis suivre la bonne procédure, si je peux dire. Quand la journée avance, on devient plus Tu commences à fatigué. fatiguer, oui. Ouais, là, on coupe les coins, puis... Il y a des cages horaires puis tout. Voilà. Ah là, que c'est donc plate. Oui, c'est ça. Mais c'est le même. Pauvre toi, t'es Ouais, obligé de voyager. L'apitoiement, T'as fait là, plusieurs pays dans ouais, le monde. oui, j'ai eu Pauvre une vie François. plate, Pauvre, et tout. oui, voyons. Regarde ta vie plate, François. T'as quand même eu une vie pleine de rebondissements. Puis, Oui. il a fallu, à travers tout ça, que tu acceptes ton handicap également. Puis, dans ton cas, on me disait que c'est un handicap donc dégénératif. Ouais. Donc, j'imagine, moi, le mien n'est pas dégénératif, mais j'imagine qu'il y a quand même un certain deuil à faire. Oui, qui, ben, qui se fait à long terme. là. Oui, bien, parce qu'à un moment donné, je conduisais une auto, puis à un moment Oui. donné, je ne pouvais plus conduire. Puis, arrêter de conduire une auto à l'âge de 28 ans, hein, quand on est un jeune... C'est de perdre son autonomie. Ben oui, beaucoup. Et Appeler puis- sa mère pour aller sur une date, c'est moyen. là. Ouais, ben j'appelais pas ma mère, j'appelais le taxi. Mais Bon en point. parlant de date, Bon oui. point. Oui, mais en parlant de date, oui. Alors, comment expliquer les premières fois qu'on soupe avec quelqu'un qu'on connaît pas beaucoup, mais qu'on veut... À qui tu veux plaire? à qui on veut Tu veux plaire, impressionner, oui. Puis là, malheureusement... Tu veux qu'elle te rappelle. là. Oui, mais là, le problème, c'est que la table du café où on mange est en verre. Oh. Donc, la table et le tapis en dessous, pour moi, c'est tout pareil. Là. Oui, c'est je ça. sais Toi, pas tu où il est le distingues pas. rebord de la table. Puis là, Oh. tu la regardes dans les yeux, puis tu déposes ton verre de vin rouge, parce que dans ce temps-là, je buvais. Puis je le dépose à côté de la table. Malheureusement, elle a une robe blanche. C'est sûr qu'elle a le robe blanche. Ouais, voilà. À ce Et moment-là. puis, boum, là, ça fait tout un gros dégât. Puis là, tu t'excuses. Tadadadada. Puis là, on recommande un autre verre de vin rouge et on le refait une deuxième fois. Oh Ouais. non. Ah, ça, là, c'est pas drôle. là, c'est... Ouais, Ah, là, ça, ça c'est a pas drôle. fini plus vite que prévu. Est-ce qu'elle t'a rappelé? Oui, elle m'a rappelé. Oh, mais c'est bien. ça a demandé beaucoup Ça d'explications. veut dire que t'as des belles qualités, François. Mais souvent, en fait, dans ces situations-là, ce qu'on nous dit, parce que dans mon cas, c'est ce qu'on appelle un handicap invisible, là, quelqu'un qui Ça, je vois pas au premier ça regard. là. apparaît pas, à Alors moins que moi, ça paraît. Tu Voilà, regardes et- marcher, tu Ah, vois, on tu te dit- dis, elle est vraiment saoule, la fille. Oui, elle même a- si c'est 8h30, Ouais, toi, à la tu te dis, ça misère. marche pas. Là. Oui, exactement. Puis ils comprendront pas qu'est-ce qui t'arrive. Moi, dans ma situation, c'est que tant qu'il se passe rien qui lève un drapeau, là, Oui. donne un indice sur mon handicap, tout va... On peut pas le deviner. Tout est comme d'habitude. Alors, et souvent, ce qu'on m'a dit, c'est « Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? » Ah, parce que tu lui avais pas dit, d'après ma barre. Ben ouais, Dame-là. c'est ça. Ou d'autres occasions, Ah oui, OK. je jouais au golf, puis j'avais vraiment beaucoup de misère à trouver ma balle, évidemment. Puis là, les gens m'ont dit, à un moment donné, après quelques trous, ils ont dit, ben là, c'est parce que ta balle est comme à 3 pieds à gauche, là. Puis ils commençaient à trouver ça bizarre que OK, puis ça non plus, tu Ouais. l'avais pas dit. Puis là, à un moment donné, je leur ai dit, ben c'est parce que j'ai un handicap visuel. Puis ils ont dit, ben oui, mais dis-nous-les, on va t'aider. Ah, oui. Hein? oui. Voilà. Non, moi, je suis obligée de le dire de prime abord, là. Puis c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, là. Peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent pas le dire de prime abord, Oui. mais effectivement, ça peut créer des situations cocasses. Cocasse, exact. Puis je pense qu'on a une responsabilité si on veut que notre environnement, je parle de l'environnement humain, là, les gens qui sont susceptibles de nous aider, nous aident. On a une certaine responsabilité de leur dire, enfin, surtout quand on a un handicap invisible, que ce soit assez clair d'entrée de jeu. C'est un peu comme les gens qui m'offrent leur siège dans le métro ou dans l'autobus. Tu vois, moi, j'apprécie. Ben moi, j'ai appris à apprécier.
Ah oui. Parce que souvent... Ah oui, moi aussi, au début, je disais non, c'est correct, mais c'est j'ai ça. aucun équilibre. Là. Je me pète la gueule là, dans le métro si je passe. Mais j'avais une certaine fierté de dire non, ça va, merci. Ça va bien, mais moi, je me suis... Pendant un bout de temps, je refusais la place, comme ça, gentiment. Moi aussi, j'ai appris ça. Mais là, je me suis dit, la personne qui connaît... comme dans un, mettons, un wagon de métro, personne ne se connaît. Hein, tout le monde a sa petite bulle, puis personne ne fait de vague. Alors, elle, la personne qui va dire à haute voix, voulez-vous mon siège? Déjà, elle s'affirme dans un groupe d'inconnus en disant, je pose un geste altruiste. Oui. Et tout le monde tourne la tête plus ou moins, ou le regarde. Oui, disant, tout le monde regarde. Qu'est-ce qui se passe? Oui, pour savoir c'est qui handicapé, là, c'est une vieille dame. Oui, qui est l'handicapé, mais aussi c'est qui cette personne généreuse, parce que j'aurais peut-être dû moi-même être généreux. Et puis là, si moi, à titre de la personne handicapée qui est ciblée, je dis non, ça vaut pas la peine. La personne qui est déjà presque à moitié levée, elle va se rasseoir. Oui, elle se rassoit. Puis elle a l'air un peu codingue. Oui. Hein, voilà. Alors là, je me dis, ben là, je rends mal à l'aise quelqu'un qui partait d'un bon sentiment. Oui. Alors maintenant, quand on m'offre un siège, même s'il reste juste une station à faire, je vais m'asseoir puis je vais dire merci. Parce que ça c'est d'altruisme de ta part. Ben oui, mais c'est parce que ça renforce ça me touche. Positivement. Tu y penseras la prochaine fois. Mais pas de blague, c'est que ça renforce un réflexe de civilité. Parce que moi, je n'ose pas, je ne donne pas mon siège. Je suis ce genre-là. Je reste assise. Ben, c'est parce que si tu te lèves dans le métro, tu te mets à risque. Oui. Bon, ben ça, c'est ça, c'est correct. Mais ce que je veux dire, c'est que si la personne qui s'est gentiment offerte à me céder sa place, si je renforce c'est du renforcement positif. Ben, je dis oui, ça me fait plaisir, vous êtes gentil, vous avez eu une bonne idée, puis regardez tout le monde alentour, là. Regardez comme il vous applaudissent. Regardez comme il est fin, regardez comme il est fin ou comme il est fin, là. Hein, voilà. Alors ça, c'est bien. Alors, François, il est sociologue. Ben non, mais j'ai appris que c'est pas... ça m'a pris du temps, là, avant qu'on me fasse la remarque, là. En me disant, ben là, t'as mis la personne mal à l'aise en refusant. Là. Oui, j'avais jamais réfléchi jusque-là. Là. Moi, j'ai après accepté parce que j'avais l'air un peu stupide de tomber après. Oui, de s'envoyer en pleine face sur le plancher du métro. Parce que... Puis madame, elle venait de m'offrir son siège, puis je venais de dire non. Puis demain, c'est à ce moment-là que tu tombes par en avant. On souffre à la hauteur de notre orgueil, à la mesure de notre orgueil. À un moment, moi, j'ai appris, mais j'avais pas fait cette réflexion-là. Mais pour aller ailleurs, François, là, t'as fait un peu... un écho à ton abstinence. Oui. Ben oui, parce alors... que tu n'as pas plus de verre de vin rouge, ce n'est pas juste non seulement le pour verre sauver rouge, des robes blanches. Non, oui, j'ai arrêté de boire et de consommer toute forme de drogue récréative. C'est comme une autre vie aujourd'hui parce que ça fait 34 ans. Oui, ça fait un bout. Oui, ça fait 34 ans que j'ai arrêté de consommer. Puis, c'était nécessaire. Je suis alcoolique et toxicomane, là, on va utiliser les vrais termes, et puis ma sobriété est quelque chose qui, chaque matin, se renouvelle. Et c'est sûr qu'après 34 ans, ben, on a des outils. Oui, tu as développé des outils. Oui, tu es rendu quand même plus solide. Plus solide, et puis bon, on n'est pas comme à ses débuts, ça c'est certain. Mais je suis tout à fait conscient que c'est une grande partie, je dirais la totalité de toutes les choses formidables qui me sont arrivées depuis 30 quelques années sont à l'origine dues ou grâce au fait que je sois sobre. Et le fait que je sois sobre ne dépendait pas uniquement que de moi. Au départ, ça dépend de soi-même parce qu'il faut avoir le courage de demander de l'aide. Ça demande quand même un effort considérable. Ben, ça demande beaucoup de souffrance parce qu'avant de faire cet effort-là, il faut... Je disais tout à l'heure, là, on souffre à la mesure de son orgueil, là, et de concevoir qu'il faille changer pour quelqu'un qui est obstiné, orgueilleux, c'est pas une marche évidente à franchir, ou un pas évident, mais une fois qu'on a franchi finalement ce pas-là, parce qu'on est rendu à genoux, ben là, les choses vont mieux. Mais c'est pas quelque chose qui, une fois est acquise,
ça demande de l'entretien. Est-ce que tu utilisais, donc, l'alcool ou les drogues là, pour faire ton deuil du handicap? Est-ce que ton handicap t'a porté à ça? Partie, mais je pense que n'eût été du handicap, j'aurais bu et consommé des drogues de façon excessive et dangereuse de toute manière. Ça faisait partie de ta personnalité? Ça faisait partie de ma personnalité, puis peut-être que dans mon pattern d'apitoiement, c'est sûr que le fait d'avoir une maladie dégénérative des yeux, ben là, ça fait pour l'apitoiement. Là, oui, ça, ben ça donne score, une bonne raison. Score élevé, ça. Ça donne une bonne raison de s'apitoyer. Oui, ça donne une bonne raison. Mais c'eût été autre chose, de toute manière. Oui, c'est ce que j'ai entendu de toi dans l'entrevue. Tu as dit, je m'aurais trouvé d'autres il y aurait eu raisons d'être malheureux. Parce on boit parce que ça va bien, on boit parce que ça va mal, on boit parce qu'on fait de l'argent, on boit parce qu'on n'en a pas, on boit parce qu'il fait beau, on boit parce qu'il pleut, parce qu'on est tout seul ou parce qu'on a des amis, parce qu'on est en compagnie. Oui. Alors, toutes les raisons sont bonnes. Mais c'est sûr qu'une des sources, je dirais, une des corruptions de l'âme qui peut exacerber, je dirais, la propension alcoolique ou toxicomane de quelqu'un, c'est entre autres l'apitoiement. Oui. Et l'apitoiement, c'est vraiment la pire chose. Puis quand on est handicapé, on peut s'apitoyer toute notre vie si on veut. Mais c'est vraiment pas bon d'être apitoyé. Et le meilleur remède contre l'apitoiement, c'est la gratitude. Oui. Et ça demande aussi un certain exercice parce que parfois, c'est plus difficile de trouver. Oui, ça s'apprend. Ça s'apprend. Mais... Puis des fois, dans la vie, quand tu as des grosses étapes, des grosses épreuves, comme ça a été ton cas, des fois, trouver la gratitude là, quand tu es malade, quand tu as des choses vraiment difficiles, la gratitude est dure à trouver. Là. Oui, mais ça finit, hein? Ça, puis le fait d'être avec des gens qui ont la même problématique, moi, ce qui m'a aidé à arrêter de boire puis de consommer de la drogue, c'est de faire partie d'une association d'hommes et de femmes qui partagent leurs forces et leurs faiblesses et leurs espoirs, là, et qui pratiquent un mode de vie qui se décline en 12 étapes. Alors ça l'a aidé beaucoup, 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 beaucoup. Puis en même temps, ça amène à développer une vie spirituelle. Oui. La vie spirituelle, ça, c'est à mon sens, c'est extraordinairement personnel. Là. Oui, clairement. Alors, moi, j'en parle pas, puis la mienne serait différente de celle de quelqu'un d'autre. Je pense que ce qui importe, où je suis malheureux pour les gens qui n'en ont pas. C'est comme oui, clairement. Je trouve ça, je suis désolé pour eux s'ils n'ont pas, ou pour elles, si elles n'ont pas développé une vie spirituelle, quelle qu'elle soit. D'avoir un sens qu'il existe quelque chose qui est au-delà de ce que nos sens peuvent percevoir, me semble très important. Et même si finalement, c'est pas vrai... Oui, genre, je sais pas, mais regarde... C'est pas grave, ça marche. Au bout de la ligne. Ça me fait du bien, puis ça marche. Alors, voilà. Regarde, on se posera pas de questions. Si on se rend compte qu'on s'est trompé, bien, au pire, c'est ça, on y aura cru. Ben voilà, tout à fait. C'est comme les gens qui écoutent le hockey en croyant que les Canadiens vont gagner la Coupe Stanley tout au long de l'année. L'important, c'est d'être dans l'espoir. Oui, ça, c'est sûr qu'à chaque printemps, là, il faut comme renouveler ses vœux. Ben voilà. Alors, mais ça, c'est ce qui est... C'est beau de vivre dans l'espoir. Oui, ben voilà. Mais l'idée, c'est que, on sait pas, hein, l'an passé, on pensait pas que les Alouettes gagneraient la Coupe Grey. Oui, voilà. Moi, j'ai été dans l'espoir toute l'année. Et tout le monde riait de moi. Mais tu sais que voilà, j'avais pas de bon sens de croire que les Alouettes se rendraient à la Coupe Grey. Et voilà, tout le monde, bonjour, tous ceux qui ont ri de moi. Hein, c'est ça. On a gagné. Les Alouettes et François et moi, on est fans de football. Donc, oui. Le lendemain de la Coupe Grey, hein? La Coupe Grey, moi et François, on s'est retrouvés. On était encore sur l'adrénaline. On était sur l'adrénaline, on s'est retrouvés, on a parié de football. Mais outre le football et le fait de vivre d'espoir, tu disais aussi que tu as utilisé un peu le même parcours là, pour devenir un sobre, pour devenir abstinent que celui pour faire... D'accepter mon handicap. D'accepter ton handicap, mais tu as aussi utilisé ça pour accepter donc des problèmes de santé, parce que tu as des problèmes de santé importants, François. Ben, important, OK. Mais si on me le dit, c'est que ça doit être vrai. Ben, moi, je trouve, trouve quand même que c'est pas un ongle incarné. Moi, le pire, sais-tu quoi? J'ai un ongle
incarné qui m'a causé beaucoup de soucis quand j'étais petit. Mais j'ai été opéré à l'âge de 10 ans. Mais... Bon, alors, tous tes problèmes d'alcoolisme, c'est à cause de l'ongle incarné. Non, c'est ça? non, du tout. Mais l'idée, c'est que, oui, en fait, aujourd'hui, j'ai le cancer. Puis, en fait, je dis aujourd'hui, je lutte contre, ou le cancer et moi sommes dans le même ring depuis une dizaine d'années. Là. Oui, ça fait un petit bout. Là. Oui, j'ai eu le cancer. J'ai été diagnostiqué avec un cancer de la prostate en 2012, chirurgie, radiothérapie, ainsi de suite. En 2014, j'ai été diagnostiqué avec un cancer de la gorge qui n'avait aucun rapport. Là, encore une fois, chirurgie, radio et chimio. Bon, alors on est passé au travers de ces deux épreuves-là. Le cancer de la gorge, en fait, les pronostics sont excellents, puis je pense qu'on est du bon côté maintenant, presque 10 ans plus tard. Le cancer de la prostate est revenu sous une forme malheureusement avancée après plusieurs années, là, je dirais, paisible, sans presque y penser. Il t'a refait un petit bonjour. Ouais, c'est ça. C'est revenu il y a 4 ans, puis c'est curieux parce que ça a vraiment coïncidé avec la COVID. Alors, quand tout le monde s'est enfermé et qu'on ne pensait qu'à ça, moi, ça m'a permis de ne pas avoir comment je dirais ça, à en reparler socialement. À expliquer, oui. Oui, parce que déjà, tu sais, quand tous tes amis te font des belles fêtes avec des cartes de souhait et de rétablissement pour ton premier cancer, c'est super. Pour ton deuxième, c'est encore plus fin. Mais si tu dis une troisième fois, là, c'était quasiment comme la personne qui n'arrête pas de se marier pour avoir des blenders. Il faut arrêter. On ne donne pas de blender pour le cancer. C'est peut-être quelque chose à penser. À Pour le cancer de la gorge, pour faire des milkshakes, c'est très bon, les blenders. On prend ça en note, mais... Oui, tout à fait. D'un côté un peu plus sérieux, tu trouves quand même que les gens ont moins d'empathie la troisième fois? Non, pas qu'ils ont moins d'empathie, c'est que moi, je trouve ça tannant de leur redire une troisième fois. Ils ont tout autant d'empathie. C'est pas de ta faute, là, t'as pas décidé un matin je manque d'attention, je vais aller me chercher un cancer dégénératif. Non, je sais bien, mais disons que c'est parce qu'il y a aussi le fait, quand tu as le cancer, puis en discutant avec d'autres personnes qui vivent avec le cancer, on veut pas... Je pense qu'en général, là, les discussions que j'ai eues avec d'autres personnes qui ont le cancer, je me suis aperçu que je n'étais pas le seul à avoir cette impression, cette idée, qu'on n'aime pas que tout le monde soit après nous autres. Tu veux pas faire pitié, tu veux pas devenir... On veut pas de pitié, la personne la victime. On veut pas 40 000 conseils. Non, qui vont dans toutes les directions. De toute façon, quel conseil tu veux donner à quelqu'un qui est en train de mourir de cancer? Les gens qui ont le cancer, là, on reçoit toutes sortes de conseils. Fais ci ou bien fais pas ça, ou fais oui, mange sa gluten, là, mange ça va bien aller. Gluten, ça va bien aller. Faut que tu fasses ceci, faut que tu fasses cela. En tout cas, à un moment donné, là, c'est comme, laissez-moi tranquille. Puis, c'est un peu comme le handicap, quand des gens qui n'ont pas ton handicap te donnent plein de conseils. Ah oui, ça c'est vrai. C'est un peu comme l'alcoolisme, où les gens qui ne sont pas alcooliques te donnent beaucoup de conseils. Alors, curieusement, j'ai comme... T'en as eu des conseils dans ta vie? Oui, j'ai évolué dans 3 communautés, où j'évolue encore, devrais-je dire, dans 3 communautés qui ont ceci en commun, c'est que ce sont des problèmes qui touchent de près l'intérieur de la personne. Oui. Et souvent, on est entouré de sollicitude qui fait chaud au cœur, mais qui parfois est mal avisée. Oui, c'est mal habile parfois. Puis on aime pouvoir contrôler comment cet amour arrive chez nous. Il ne faut pas trop la contrôler parce qu'on parlait des gens qui sont très gentils, qui offrent leur siège dans le métro. Il ne faut pas repousser l'amour qu'on nous offre. Mais en même temps, il faut être capable de ne pas se faire submerger par ça parce que c'est important de se retrouver par soi-même. De se recentrer. Oui, voilà. Alors, c'est pour ça que rendu moi, j'ai trouvé ça correct, quand le cancer est revenu il y a 4 ans, d'être tranquille. Puis, curieusement, là, ça ne s'est pas su. Parce que le hockey était sur une pause, alors je ne pouvais pas dire à mes coéquipiers, là, de ce temps-ci, je ne joue pas au hockey. Oui, c'est ça, je ne viendrai pas. Là, je n'avais pas besoin de faire ça. Puis les gens, même proches de moi, ça a pris plusieurs mois avant que je leur dise, puis je leur disais seulement quand on rencontre quelqu'un,
qui nous dit... Tu dis pas ça de prime abord. Oui, puis comment ça va? OK, ça, c'est une formule de politesse universelle. Puis comment ça va? Évidemment, la réponse de politesse habituelle, c'est « Ah, ça va super, ça va bien. » Oui, des fois, on ne veut pas le savoir vraiment. Là. On te demande comment ça va par gentillesse. Oui, voilà. Puis tu réponds aussi par gentillesse en disant « Regarde, pas de tracas, on ne parlera pas de mes malheurs aujourd'hui, donc tu peux respirer. » C'est sûr que ça peut être la conversation de dire comment ça va, j'ai un cancer qui est en train de Oui, ça fait un là. peu... En anglais, on dit c'est un showstopper, là. Oui, c'est ça peut être la conversation. Ça arrête un peu, ça fait un petit peu comme... Ça ne tente pas de péter la bulle des gens. Ça peut être une bulle pas pire du matin. Ben, c'est parce qu'au cours après la COVID, qu'on a commencé à avoir une vie sociale, puis à revoir les amis en personne, ainsi de suite... Puis on est bien installé, on est dehors, là, il y a un beau soleil, on est une gang, puis là, les gens parlent un peu de ce qui leur est arrivé, puis c'est quoi le projet. Ça ne me tentait pas de commencer à dire « Ah oui, moi, de mon côté, depuis 1 an et demi, j'ai recommencé des traitements parce que j'ai un cancer avancé qui est incurable. » Toi, Gérald, tu vas avoir vacances en Europe. Ah oui, de mon côté, je m'en vais faire de la chimio. Bon, ben c'est ça. Non, mais je ne fais pas de chimio en ce moment, mais on se comprend. Mais donc... J'ai fini par le dire petit à petit à ma famille puis à mon cercle d'amis. Quand je me retrouvais seul à seul avec quelqu'un, puis que la personne, je sentais que dans sa question, comment ça va aujourd'hui, une certaine ouverture, empathie ou il y avait une vraie question. Oui. C'était une vraie question, puis il y avait de l'empathie. Puis là, je me dis, bon, mais là, je peux peut-être lui dire que, tu sais, il y a ça va moyen. Ben, ça va bien, mais il y a comme une préoccupation à long terme. Puis, curieusement, parce que, curieusement, je pense que le fait d'avoir appris à vivre plus dans le quotidien, pour toutes sortes de raisons qu'on a déjà énumérées, là, ça t'a aidé? Cancer, oui, ça m'a aidé. Je pense pas que j'aurais aussi bien réagi à ma suite de cancer et je n'aurais pas aussi bien réagi précédemment à mon handicap dégénératif. Et si je n'avais pas, au tout début du cycle, appris à devenir sobre, à accepter de l'aide, à vivre dans le moment présent dans la mesure du possible et avoir une vie spirituelle. Ça, un a amené à l'autre qui a amené à l'autre. Puis c'est ça qui est intéressant dans ton cas, en fait, là, outre le fait de parler du cancer, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment ce qu'il y a en arrière, le parcours que tu as fait pour être en paix avec ça ou en paix relative avec ça. Ça, c'est intéressant. Bien, j'ai appris des choses en chemin qui, aujourd'hui, me sont utiles. Mon cancer, pour l'instant, n'est pas douloureux. Je prends des médicaments qui ont des effets secondaires qui sont parfois lourds. Mais je sais que ça va juste aller en empirant. Et puis qu'à un moment donné, ça va vraiment... Là, ça va devenir lourd et douloureux et médicamenté. Mais quand tu te lèves le matin, la première chose à laquelle tu penses, c'est pas nécessairement « Ah, une autre journée commence. Ah, je suis handicapé. » Non, une autre journée commence. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Tu y penses pas jusqu'à temps que quelque chose jusqu'à ce que tu mettes jusqu'à temps que tu te pètes la gueule. Que tu t'enfarges ou qu'une madame vienne te le dire. Exact. Souvent, les gens qui n'ont pas d'handicap pensent qu'on est omnibulé par notre handicap comme 24/7. Non, on a une vie plein de choses dans notre vie. De temps en temps, la vie nous rappelle qu'on a une limitation que la société n'est pas accessible ou adaptée à notre situation. Mais ça peut ne pas arriver au cours de la première heure quand on se lève. Oui. Idéalement, ça n'arrive pas. Ben, c'est ça. Alors, de la même façon, je ne peux pas dire que je passe ma journée à me dire « Ah, j'ai le cancer, j'ai le cancer. » On parlait d'apitoiement, puis on parlait de gratitude, puis on parle d'être dans le moment présent. Ben, c'est ça. C'est à ça que ça sert. Et en fait, je dirais même à l'extrême, étant conscient que mon espérance de vie n'est pas prometteuse, on va dire. Tu pèteras pas le 100 ans, là? Ça serait... peut-être, on ne sait pas. Si tu pètes le 100 ans, je te jure, je t'emmène sauter en parachute. Oui. Oh, ben j'aimerais ça. Ça, c'est dans mon bucket list. Ça fait partie des choses que j'aimerais faire. On ira ensemble. Oui, OK. C'est bon, ça. Alors, l'idée, c'est que
si, étant conscient à un moment donné, le cancer, ça te donne conscience du fait que la vie est fragile et temporaire. Et là, à ce moment-là, tu te dis, j'ai moins de temps pour être choqué ou être de mauvaise humeur. Clairement. Tu as moins de temps de t'achaler avec des affaires qui t'achalent. Puis, tu deviens un petit peu plus, là, je dirais, sélectif. Puis en même temps... Avec les gens qui t'entourent, entre autres. C'est ça. Puis tu apprends à contrôler un petit peu plus ton environnement, puis à faire des affaires que tu aimes, puis à en jouir. Quand je joue au hockey, là, ben, ça a même commencé avant, mais avant chaque match, je me dis, c'est peut-être la dernière fois que je joue. Oui. Puis tu le sais pas. Hein, tu peux avoir une blessure ou quoi que ce soit. Oui, c'est ça pour tout le monde. Là. Ben voilà. Puis là, tu dis, ben, je suis aussi bien d'avoir du plaisir. Hein? Aujourd'hui, parce que c'est peut-être la dernière fois que je joue. Hein? C'est la dernière fois que tu poses un geste qui est agréable, puis que tu ne faut pas nécessairement penser que tu vas le reposer plusieurs fois dans ta vie. Alors, s'il se passe quelque chose, puis là, ça peut être toutes sortes d'aspects de la vie. Oui, ça peut être quelque chose de très banal. Là. Banal, mais quelque chose qui te plaît. Tu te dis, ben, goûtons-y. Ou profitons du moment, parce que tu ne sais pas si ça va revenir. Et quand tu arrives peut-être avec une limitation de santé ou temporelle ou quoi que ce soit, peut-être que tu goûtes un petit peu plus ces choses-là. Alors, de la même façon, tu n'as plus le temps d'avoir des regrets, tu es mieux de profiter de la vie. Il faut planifier quand même qu'on va faire d'autres voyages, puis il va se passer d'autres choses. Là. Je ne peux pas passer ma vie à dire « Ah, mais là, je ne sais pas ce qui va m'arriver. » Je suis dans le moment présent. Oui, mais en même temps, avoir un certain optimisme par rapport à ce que tu vas faire dans les mois ou les années qui viennent, et faire de son mieux. Parce que une source de regret qui est vraiment ennuyeuse à avoir, c'est de se dire « Ah, dans telle circonstance, je n'ai pas fait de mon mieux. » Ça, c'est plate, de dire ça. Hein? Ça, c'est plate de dire, j'aurais telle chose, il y a eu telle occasion, telle chose est survenue, puis j'ai fait ça un peu comme la main gauche. Un peu mécaniquement. Ben, mécaniquement. Je ne j'en ai peut-être pas. Je sais que tu es gauchère. Oui. Alors, je ne le prends pas personnel. Non, parfait. Mais ce que je veux dire, c'est que tu fais ça comme c'est ça, mécaniquement, sans y penser. Alors que... peut-être que tu profites pas, là. Tu n'en profites pas. Tu pourrais peut-être t'appliquer, tu sais, c'est sûr. Puis là, à ce moment-là, tu en profites plus. Puis, ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose de positif, en fait. Puis là, je veux pas être rude, parce que forcément, un cancer, c'est pas drôle, puis on passe à travers des étapes vraiment pas le fun. Mais t'apprends des choses. Il y a quelque chose de positif. Ben, pour toi, en tout cas. Oui, ben disons que c'est une source ça t'a amené du positif. Ça t'amène à prendre conscience de certaines choses qui peuvent avoir un effet positif dans d'autres aspects de ta vie. Mais c'est un long cheminement, je pense, d'être capable de trouver du positif là-dedans. Ben, en fait, c'est pas le cancer lui-même qui est positif. C'est plus ce que ça peut t'apporter autour. Oui, c'est ce que j'ai appris en chemin qui me permet de trouver le bon côté. Mais ça prend une certaine zénitude pour en arriver là. Oui, mais ça prend un certain laps de temps, là, une certaine quantité de souffrance. Le matin où on t'annonce un cancer, tu dis pas, non, c'est plate. Je vais être plus sage grâce à mon cancer, merci beaucoup la vie. Non, c'est ça. On a pleuré, puis on s'est retrouvés à genoux. Là. Ça fait partie du chemin. Mais c'est ça. Mais à un moment donné, tu te dis, ben c'est quoi l'attitude à prendre? Puis il y en a comme juste une. Parce que les autres ne sont pas plaisantes. Alors, c'est vrai. Tu finis par dire... S'il te reste quelques années à vivre, puis que tu y vis dans la colère... Peut-être 10, plusieurs années à vivre, puis que tu y vis dans la colère, non, le ressentiment, puis la colère, puis tu les perds d'un certain côté. Oui, tu les perds, tu les gaspilles, parce que franchement, quand tu fais de l'apitoiement ou tu es en colère ou... tu passes à côté quand même de bons moments qui peuvent arriver quand même. Là. Exactement. Ta vie n'arrête pas d'être belle parce que tu as un cancer. Puis tu passes à côté d'occasions qui seraient... toutes sortes de choses. Oui, exact. Des rencontres ou des gens ou des choses à faire. Tout à fait. Mais comme là, c'est drôle, on en parle en ondes, puis plusieurs personnes vont nous entendre, puis on va en parler. Mais dans la vie quotidienne, j'en parle pas aux gens. Là. J'en parle si on me pose la question. Mais faut pas, tu ne me promènes pas avec une pancarte. Là, non, mais c'est bon, on l'avait quand même évoqué avant l'entrevue. J'avais demandé quand même la permission d'en parler. Ben oui, moi, j'ai pas de problème. Si on me pose la question, je réponds. Là. Je suis pas à côté. Là. Mais non, une pancarte, peut-être que ça pèterait une bulle, là, de pancarte. Ça serait pas bon. Au-dessus de ta tête avec une pioche. Non. Parce que c'est comme
handicap, handicapée et j'ai un cancer. on veut pas être notre maladie. On veut pas être juste notre Oui, handicap. puis les gens pensent, malheureusement, que on n'a pas de vie sociale, on n'a pas de vie amoureuse, on n'a pas d'amis, on n'a pas de travail, ça on va est sur un bien. bien-être social. là. On n'est qu'une seule chose. Ouais. On n'est pas une seule chose. C'est un aspect comme d'autres. Mais je suis aussi joueur de hockey sonore. Je suis aussi quelqu'un qui fait de la radio. Hein? Oui, t'es animateur. Je entre autres. m'implique dans le conseil d'administration. J'ai dans l'organisation de sport adapté. T'es un conjoint, t'es un ami. Un conjoint, un sortes de ami, choses. un frère. Donc, c'est ça. C'est pas C'est juste... juste que t'as des très bonnes anecdotes. Oui, il m'arrive des affaires qui arrivent peut-être pas à d'autres. Plus qu'à la plupart des gens. Oui, mais parce que c'est ça. J'ai fait des choses que j'aurais pas dû faire. Aussi. Ou, voilà. Donc, si vous allez en Suède et que vous avez un handicap visuel, regardez, Repérer le bouton repérez comme il faut pour flusher une toilette. la configuration du... Et je te jure, quand je vais être en train la prochaine fois, je vais passer à dans toi. le train ou dans un avion, là, ou... c'est ça, parce que c'est tellement petit. Moi, j'ai pas... En tout cas, on en Non, a c'est pas. tellement petit que moi, je suis obligée de partir sans mon chien d'assistance. Oh, Et oui. de laisser un chien d'assistance entre les bancs Ouais. et d'espérer qu'il n'arrive pas quelque chose qui fasse en sorte que le chien se lève ou que quelqu'un Oui, vienne oui, interagir. oui, ou Parce que le pauvre ou le chien ne peut dérange. pas rentrer. Ben non, Ouais. c'est ça, je peux comprendre. Ben, il est magnifique. Oui, mais il est un peu gros. Pour entrer dans une cabine de toilette d'avion, Pour ceux qui ne sont pas au courant, M. Norton, là, comme les biscuits, là, c'est un labrador, hein? c'est un labrador mélangé avec un bouvier bernois. C'est un labernois de 4 ans. Ça Qui fait est combien? un chien 75, d'assistance? 80 livres? Oui, ça fait 80, 83, 85. Là. OK, ben c'est ça. Mais Il est très ça rentre gentil, pas, ça rentre on pas dans l'aime une toilette beaucoup, d'avion. mais ça rentre pas dans une toilette d'avion. Et quand vous prenez la seule toilette adaptée, puis que moi j'arrive et que j'ai envie... Ben là, les gens qui prennent les toilettes adaptées qui disent « Ben oui, mais il y avait personne. » Ben oui, c'est Oui, ça. mais il y a- moi j'arrive, Mais il y a des fois personne j'ai jusqu'à ce que envie, quelqu'un se pointe, je là. viens Ouais. de faire... Il y a 2 heures de trajet et j'ai pas beaucoup de temps d'attente. Ouais. Et là, il faut, Ah, je ne je peux sais. pas attendre et je ne peux pas entrer un chien dans une cabine Ouais, qui n'est ouais, pas ouais. adaptée. C'est difficile. Pensez à moi, s'il vous plaît. Pensez Ouais. à mes Ah, collègues. ouais. Moi, quand je vois mes compacts. dans les stationnements des autos, là, dans l'espace réservé aux personnes en situation de handicap, puis qui n'ont pas la petite vignette, Je suis un peu là, rigide pour ça. Je suis un peu qui n'ont rigide. pas la petite vignette, là, je me dis, moi, je suis pas mal sûr que quelqu'un qui est en situation de handicap, il met ou elle met sa vignette. J'ai une petite rigidité là-dessus. Là. J'ai peu de patience. Moi, il faudrait pas que... des fois, là, moi, j'ai pas beaucoup de patience non plus. C'est comme... enfin, parfois, oui, peut-être ça s'extériorise. J'ai déjà donné des coups de canne blanche sur des capots d'auto, là, parce que je trouvais que la personne tournait à droite. mais Moi, ça fait pas une de la heure bonne que je manière. dis que tu fais de la méditation, puis que t'es quelqu'un de zen. Ouais, ben, Et des là, on fois- finit l'émission en mais des- disant que tu Oh, donnes ouais. des coups de canne Non, blanche. ouais, mais tu sais, c'était mérité. Oui, je t'ai C'était mérité. mérité, c'était pas Le char, il moi. était neuf ou C'était pas? pas moi, c'était pas moi. Moi, je C'est plaide, ton alter ego. Oui, ou la légitime défense. C'est pas de ta faute, en fait, t'es un handicapé. C'est vrai que c'est pas de ma faute, mais en même temps, j'ai une responsabilité d'aider les gens à m'aider, là, on va dire ça comme ça. OK. Mais t'as aussi une responsabilité de, c'est ça, comme citoyen, de donner des coups Oui. de canne sur les voitures quand ils sont pas stationnés au bon endroit. Oui, ou bien qui C'est sûr que les qui me auditeurs coupent vont le chemin, comprendre. là. Ah oui, il y a des gens qui te coupent le chemin, là. Mais c'est parce que, voilà, mais on ne fait pas que ça avec notre canne, là, quand même. Oui, non, la canne ne sert pas exclusivement à punir des gens Non, avec sur non, des non, hautes non. de char, là. Non, on fait pas. Il faut on pas fait juste penser ça. qu'on utilise la Non, canne non. juste pour ça. En général, 99% des gens sont super fins quand on déplie notre canne. Oui, puis on a besoin on d'aide, finit là. par parler de la seule personne qui a été désagréable, là, malheureusement, alors que la plupart des gens Oui, sont très gentils. sont Des très fois, bon, gentils. ils sont un peu maladroits, mais ils sont très mais ils gentils. sont très fins, oui. C'est rare que les gens sont méchants, ça Non, arrive, mais c'est rare. c'est très, Souvent, très nos rare. anecdotes, même les anecdotes un peu désagréables, ça vient Ouais. de bon fond. La personne Ouais. ne vient pas mal faire. Ouais. Même si des fois, c'est sûr, quand on se fait arrêter à l'épicerie 8 heures le matin, Oui. il y a des propos qui n'ont pas leur place. Ouais, là. ouais, Mais c'est fait avec bonté. Les gens veulent avoir une conversation avec nous, veulent nous aider, veulent souvent nous montrer de la sympathie, là, de « Oh, pauvre toi, Oui. ça doit être difficile. » Ou bien on dans- est dans- inspirant, dans- ça c'est une autre Ah affaire. oui, t'es Oh inspirant. là 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 là. T'es-tu courageux, François, ou t'es pas courageux? Moi, je suis courageux, terrible. Je fais mon café moi-même. Tu sais. Tu le fais noir, par contre, parce que Ah, ouais. sûr que dedans, c'est difficile. Non, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que oui,
C'est parce que les gens qui n'ont pas d'handicap, quand ils voient quelqu'un qui a un handicap évoluer dans n'importe quel domaine, là, que ce soit professionnel ou aller faire son épicerie. Moi, on m'a souvent dit bravo d'avoir fini mon secondaire, alors que j'ai quand même un doctorat. Là. Oui, c'est ça. Et les gens m'ont dit, oh mon Dieu, oui, t'as fini ton secondaire? Je suis comme, oui, entre autres. Entre autres, mais depuis ce temps-là, j'ai étudié une autre dizaine d'années. Oui, c'est ça. Mais, on m'appelle docteur quand je suis pas ici. Mais c'est parce que souvent aussi, les gens qui n'ont pas de handicap s'imaginent que du jour au lendemain, ils se retrouvent en situation de handicap et que là, ils se voient pas, ils ne s'imaginent pas, devrais-je dire, capables de dire, oui, mais demain matin, je suis handicapé visuel ou j'ai une paralysie cérébrale, puis là, il faut que j'accomplisse toutes ces choses-là. D'abord, je pense que, c'est sous-estimer le deuil que nous ayons eu à faire à un moment donné dans notre jeunesse ou plus tard. Tout le temps ou l'effort qu'on a mis à s'adapter à notre situation. Oui, on trouve des solutions. Voilà. Ça vient pas tout seul, là. Exactement. Puis c'est pas comme quoi, ce matin-là, je me suis levé, j'étais handicapé visuel, mais de façon absolument extraordinaire, j'ai appris immédiatement à me débrouiller. Alors, c'est pas vrai. Puis, l'autre chose, c'est qu'il dit, moi, je serais pas capable. Alors, quand tu dis, moi, je serais pas capable, c'est vrai que il y a des étapes à franchir avant d'être... Ou le très bon, moi, je me suiciderais à ta place, ça, sans nous, on l'entend souvent. Moi, je me tirerais. Si j'étais comme toi, je me tirerais en bas du pont. Oui, on l'entend souvent. Ah, ben, c'est le fun. À 8h15 le matin, ça fesse. Ça commence bien la journée. Puis souvent, ils disent ça, comme il y avait, t'as eu une chicane avec ton amoureux, ton amoureuse, ça va moyen. C'est souvent à ce moment-là qu'ils décident de dire ça, oui. Ben ça, c'est, je pense, parce que les gens n'ont pas conscience de ce qui est en dedans de nous. Quand je dis de nous, je parle de tout le monde, handicapé, pas handicapé. Tous les êtres humains ont en dedans d'eux une résilience, exactement, c'est le bon mot. Une résilience. Regarde les gens qui habitent dans des territoires dévastés par la guerre, ou la famine. T'as pas le choix. Des gens qui partent sur la route là, avec leurs petits sacs puis leurs 3 enfants, puis ils vont marcher des jours de temps avec des obus qui éclatent à gauche puis à droite. Oui. À côté de ça, moi, faire mon craft dinner, c'est pas si compliqué que ça. Ben, voilà, puis, tu sais, est-ce qu'on dit à ces gens-là, moi, je sais pas comment vous faites, si j'étais vous, j'irais droit dans le champ trouver une mine pour sauter, là, parce que finalement, j'arrêterais là, tu sais. Non, ils font pas ça, ils marchent, ils croient à la vie, ils croient aux peu de choses qu'ils ont, ils y tiennent. Alors, cette résilience-là, ou cette force intérieure qu'on peut nourrir d'une façon ou d'une autre, puis là, on parlait de vie spirituelle tout à l'heure, mais cette résilience-là, tout le monde, là, et puis des fois, la vie fait en sorte qu'il faut que tu la trouves. Oui, exactement. Puis, c'est bien dit, ça, Puis, il faut que tu la trouves, puis des fois, c'est plus long que d'autres fois pour la trouver, ou des fois, tu as besoin d'aide pour emprunter le bon chemin pour la trouver. Mais à un moment donné, c'est comme, t'es mal pris, là, puis il faut que tu la trouves. Alors, tu la trouves. Mais cette résilience-là, je pense que tout le monde l'a. Tout le monde y a. Et c'est ça. On n'est pas plus inspirant parce qu'on l'a trouvé. Je pense que vous seriez tous capables d'avoir un handicap demain. Là, si vous n'aviez pas le choix, vous trouveriez une façon de vous en sortir. Tout à fait. Vous seriez capable de passer au travers. Et on va terminer là-dessus. En fait, il y a le temps passe et on doit conclure à l'émission. Oui. François Beauregard, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. D'avoir brisé la glace de mon premier épisode. Oui. Ben là, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Hein, parce que notre journée, c'est notre journée, puis il y a plein d'autres journées qui... Il y aura toujours de quoi parier de nos journées. Exactement, il y a plein d'autres journées à raconter. Donc, on va se retrouver dans un prochain épisode de Pis toi, ta journée, et on va parier avec d'autres personnes qui ont été discriminées de leur journée, de leur parcours, et on va essayer d'apprendre des choses collectivement par rapport à ça. Parfait, merci. Bye bye.